Bonjour Jean-Charles Eustache. Bonjour, bonjour. Et merci de nous recevoir ici au FRAC, au cœur de l'exposition que le FRAC aurait dû vous consacrer, puisque évidemment les salles d'exposition du FRAC Auvergne sont fermées en raison de la pandémie. Mais en tout cas, nous on est là et on est heureux d'être en votre compagnie et entouré de cette sélection d'œuvres dont vous allez nous parler. Alors on va parler de vous, on va parler de vos œuvres. Ouais. Je vais essayer d'en parler, mais bon, c'est-à-dire que là, c'est une sélection qui court sur plusieurs années, donc c'est aussi un mélange en fait d'œuvres dites figuratives et d'autres qui paraissent abstraites. Qui paraissent abstraites. La nuance est importante, mais on verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plusieurs périodes dans l'œuvre de Jean-Charles Eustache ? Oui, il y a plusieurs périodes. Et donc, la plus ancienne période s'apparente donc à une pratique peinture figurative. Et rétrospectivement, je me dis que cette période a peut-être un lien avec tout ce qui concerne le grand effondrement, donc l'effacement. Et ensuite, alors bon là je vous présente vraiment de manière succincte les trois périodes. Après donc cette période d'effondrement, s'ensuit une période dite entre guillemets abstraite. Et puis là, dernièrement, j'ai produit des œuvres qui ont, comment dire, qui reviennent sur ce qui est figuratif. Et là, ce n'est plus le thème de l'effondrement, ce serait plutôt le thème de l'apparition. Voilà. De l'apparition. Oui, de l'apparition ou du dysfonctionnement de l'image, puisque ce sont des phénomènes qui viennent perturber la lisibilité des peintures. Et donc, enfin, je vous expliquerai un peu plus tard. Oui, on va voir ça, mais on peut peut-être commencer à le voir assez vite, parce qu'effectivement, quand on connaît un peu votre œuvre, on sait que des phénomènes de coulure, des phénomènes qui pourraient se rapprocher peut-être de ceux qui font fondre les pellicules au cinéma, ou des phénomènes comme des effacements arrivent. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment la première période. C'est un peu comme ces polaroïdes qui s'effacent avec le temps, ou des films qui sont rognés ou parasités par une intrusion de lumière lors du développement. Alors là, bon, c'est une lecture sur plusieurs niveaux, puisque là, vous me parliez donc de l'effacement. Donc l'effacement, lorsque le spectateur découvre les peintures, c'est une approche déjà totalement physique, à savoir que elle voit que l'image est rognée, donc soit par les coulures, soit par l'apparition de masse qui vient grignoter, qui vient dissoudre en fait l'image. Et donc ça c'est la première lecture. Mais comme je vous le disais précédemment, quand je travaillais ces images, j'avais aussi une idée en arrière-plan, c'est-à-dire que non seulement c'est l'image qui s'efface, mais c'est aussi notre mémoire. Notre mémoire, donc alors, bon, elle peut être collective ou singulière, personnelle, mais c'est une mémoire qui est en train de s'éroder, puisque c'est un thème qui est latent et qui traverse en fait tout mon travail. Ouais. C'est aussi l'image qui se bat pour continuer à exister, on pourrait dire ça comme ça, si on prend en compte non plus la coulure ou l'obstacle, mais l'image en elle-même. L'image en fait, il faut donc il faut faire un rapport entre l'image et le souvenir qu'on peut avoir d'un paysage ou de décor. Donc quand on met les deux, effectivement, il y a l'image qui est menacée de s'évanouir, mais c'est également le souvenir qu'on en a
qui est menacée de disparition. Allons voir ces 3 tableaux là qui sont au fond de cette pièce. Alors ces peintures dont on parlait tout à l'heure, donc il y a celle-ci, elle représente une route qui disparaît à l'horizon. Et la partie supérieure est comme grignotée par le ciel qui est représenté par des coulures bleues, donc le bleu du ciel et le blanc qui pourrait être les nuages qui elles-mêmes se sont dissoutes dans le ciel. On n'est pas sûr que ce soit forcément des nuages. On est en Guadeloupe et ici, Jean-Charles Eustache ou pas? Oui, là on est en Guadeloupe, et plus particulièrement à l'endroit où je suis né, puisque s'il s'agit de la retraite de Baie-Mahault en Guadeloupe. Et donc c'est, pour reprendre l'image, enfin le concept, si on peut utiliser ce mot un peu pompeux de tout à l'heure, c'est que là, en fait, donc vous avez une image proprement dit, mais vous avez également un souvenir. Donc un souvenir d'enfance, et puisque c'est un endroit que j'ai fréquenté, ou lorsque je me rends en Guadeloupe, je fréquente puisqu'il est à proximité de la maison familiale. Et alors ce qui est intéressant dans cette image, c'est que au premier plan, donc on a la route, mais on a également des ruines. Donc une espèce de mise en abîme du processus de l'érosion de l'image, et l'érosion en fait comment dire, de la géologie en fait, et puis de cet endroit spécifique, puisque moi, avec les années, j'ai vu les ruines s'affaisser au fur et à mesure. J'aime à dire en fait que c'est un sujet qui revient régulièrement en fait dans la peinture, les routes, parce que il faut y mettre comment dire, en parallèle avec notre propre cheminement. Mais la maison aussi est très présente dans votre œuvre, Jean-Charles Eustache, la demeure. Oui, la demeure, et particulièrement les murs. Et c'est pour cette raison que j'ai attiré votre attention sur cette première peinture, où là, en fait, nous avons des ruines de murs, en fait, qui s'étaient effondrés. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est latent, et qui imprègne, en fait, la majeure partie, tout du moins, une très grande partie en fait de mon travail. Alors on va le mettre en parallèle, ce travail de votre histoire personnelle, et commencer par cette toile. Effectivement, c'était très intéressant parce que vous êtes natif de Guadeloupe, vous vous êtes installé ici très très jeune. En fait, vous êtes arrivé ici en Auvergne très jeune, et puis on va essayer peut-être, en cheminant comme ça dans cette exposition, de comprendre à la fois votre œuvre et à la fois votre cheminement personnel, votre route à vous. Ah oui, ma route, c'est vrai, on peut essayer, du moins. Et dans cette première partie de l'exposition, également une autre peinture qui provient d'un paysage guadeloupéen. Allons voir alors. Elle est juste en face. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette peinture? Nous y voyons un petit hôtel que j'avais photographié lors de mes promenades en Guadeloupe. C'est un petit hôtel votif. Donc, ce sont des petits hôtels qu'on peut retrouver le long des routes de campagne en Guadeloupe. Et là, j'ai pris non pas la photo de l'hôtel de face, mais de côté. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit donc une armature constituée de carrelage, et tout autour on y voit une végétation luxuriante qui a tendance à vouloir vampiriser la structure de la petite hôtel. Alors là, on a un effacement par la végétation, mais peut-être que ça vient du procédé photographique que vous avez convoqué pour créer cette œuvre, mais on a quelque chose qui tient le coup, l'image tient le coup là. C'est-à-dire que là, c'est pas le processus de désagrégation de l'image
par une érosion picturale. C'est plutôt un rapport à la mémoire et puis à la disparition, puisque ces hôtels votifs font totalement allusion quoi, à des disparitions humaines. Ouais. Voilà. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut, il faut l'entreapercevoir. D'ailleurs, vous voyez, en y faisant bien attention, on voit qu'il y a une petite croix qui est juste au-dessus de l'hôtel. Votre rapport à la Guadeloupe aujourd'hui, il est encore, j'imagine, très, très, très fort. Disons que c'est assez compliqué, puisque moi, je ne m'y rends pas vraiment beaucoup. Et la Guadeloupe, surtout, en fait, je pense que je la porte en moi. Par mes souvenirs, mais surtout les souvenirs d'enfance. Parce que lorsque je m'y rends, et cela date depuis déjà plus de 20 ans, je ne reconnais pas totalement en fait, le paysage, ce qui fait rire ma mère, puisque une année, elle m'avait envoyé sur l'île de la Marie-Galante en me spécifiant que j'y retrouverais la Guadeloupe que j'avais connue dans les années 80. Et alors, qu'est-ce que c'est que la Guadeloupe des années 80 ? C'est-à-dire qu'il y avait déjà moins de circulation, les gens pouvaient circuler... il y avait moins de... Bon, c'est quelque chose qui s'est répandu ici, hein, mais en Guadeloupe, ça a été plus tardif, à savoir que les gens pouvaient traverser des propriétés privées, en fait, sans avoir à se soucier s'il y avait des barrières. Et donc, pour moi, en fait, c'est cette Guadeloupe-là qui reste en moi. Lorsque je me rends là-bas, je suis un peu perdu, je dois l'avouer. Donc c'est aussi un souvenir qui s'efface. Finalement, c'est aussi quelque chose qui est même peut-être tout le temps sur ce comment dire, cette espèce de canevas qui voudrait qu'en réalité la mémoire est en train de s'effriter, mais également les paysages et les lieux que l'on a connus. Ça c'est un leitmotiv qui revient inlassablement en fait de mon travail et qui nourrit même des travaux qui, au premier abord, pourraient paraître abstraits. Et ce qui est fascinant dans ce que vous nous racontez, Jean-Charles Eustache, là, par exemple, sur la Guadeloupe, c'est que c'est pas le souvenir qui s'efface finalement, même s'il peut être altéré par le temps, mais c'est surtout le paysage d'origine qui a changé. Vous nous dites, il ne correspond plus à mes souvenirs parce qu'il change. En fait, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que je constate que ce phénomène d'érosion, il a lieu aux deux extrémités, quoi, d'une même ligne. Et donc, c'est quelque chose qui donne un peu le vertige et qui peut paraître très déconcertant. Mais bon, moi, je ne me représente jamais les choses, en fait, dans ce sens-là. Parce que je sais que la vie est toujours riche de surprises et que lorsqu'on pense que quelque chose s'est dissipé en fait dans l'air, il réapparaît par magie à d'autres endroits. En fait, là, bon, pour être plus concret, il faudrait que je puisse vous parler en fait des œuvres de la deuxième période. Alors, ces peintures, je les gardais jalousement chez moi parce que c'était des motifs sur lesquels en fait j'expérimentais quelque chose qui m'avait touché, à savoir, alors là c'est totalement personnel, c'est une expérience qui m'est arrivée alors que j'étais dans ma chambre et donc je regardais par la fenêtre par un après-midi d'été et face à mon immeuble se trouve un autre immeuble sur lequel je voyais progresser l'ombre de mon propre immeuble. Donc bon, sur un quart d'heure,
sur un quart d'heure, j'ai pu constater donc l'évolution de cette ombre grâce donc au soleil qui faisait son cycle. Éveiller en moi des souvenirs. Vous voyez, on revient toujours à cette histoire de souvenirs. Et là, donc, je me suis rendu compte, avec peu de choses, un peu de lumière, un peu d'ombre, la mémoire pouvait être sollicitée sur des choses. Alors, en l'occurrence, là, c'était des souvenirs spatiaux ou d'objets, et non pas des souvenirs d'un fait en particulier. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cours de l'ombre ravivait en fait les souvenirs de notre espace. Et pour moi, c'était très important. Donc, en fait, je me suis dit, mais donc, il faut absolument que je travaille sur cette question du mur. Et c'est pour cette raison que sur ces 3 petites peintures qui nous font face, je me suis arrêté à un motif bien précis, à savoir, là en l'occurrence, des murs, l'arrière en fait d'un garage qui était en construction. Donc ils sont inspirés, on ne le dirait pas à première vue de photos. C'est une série de photos que j'avais dans ma banque de données, donc qui s'inspire de choses réelles. En premier plan, chronologiquement, j'avais juste le mur en parpaing, avec les lignes des parpaings qui sont disposées les uns au-dessus des autres. Et puis donc, en repassant quelques années plus tard, puisque le personnel a mis plus longtemps, j'avais donc le garage qui était, la construction du garage qui était terminée. Et là, en fait, il était badigeonné d'une peinture. Voilà. D'un crépi ou d'une peinture. D'un crépi et d'une peinture. Ouais. Je m'approche un peu pour... Oui, vous savez, des toiles qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, et ça correspond vraiment à votre œuvre, de petite dimension. Et là aussi, on a le ciel qui dégouline et qui attaque un peu le souvenir. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est vraiment ce sont 3 petites toiles transitoires, puisque je travaillais, ça devait être en 2014, 2013, je travaillais donc sur une série d'œuvres que je vais exposer à la galerie Claire-Gasto, où donc cette image d'érosion était très permanente. Et en même temps, moi je commençais à réfléchir sur une autre approche, à savoir simplifier totalement le motif. Et c'est pour cette raison que je m'étais arrêté sur un sujet bien précis, à savoir ce mur. Et alors du coup, la végétation qu'on voit entre le mur et le ciel, finalement, ce plan intermédiaire, il est grignoté à la fois par le ciel qui vient faire son travail abrasif, d'effacement du souvenir, et aussi par le mur qui s'interpose entre le spectateur et la végétation. Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est plus un motif où la recherche est en marche et donc est ponctuée d'hésitation, puisque ce qu'il faut noter sur ces 3 petites peintures, ce qui correspond à l'érosion n'est pas totalement abordé de la même manière. À savoir, sur les autres, on voit bien la peinture qui dégouline, qui coule, et le motif qui est même en train de s'effacer, en train de se replier sur lui-même. Tandis qu'ici, en fait, si on se rapproche bien, on voit que ce qui s'apparentait à de la coulure avant, c'est vraiment le fond. C'est le fond, c'est le support. Le support sur lequel est peinte la peinture. Ce n'est pas la peinture qui dégouline sur le support, c'est le support qui est en arrière-plan. Vous voyez, là, tout ce qui est la partie bleue, en fait, elle remonte, elle est peinte
mais ce n'est plus une histoire de coulure. C'est pour cette raison que, en fait, lorsque je repense à toutes ces peintures, je me dis, en fait, le mur s'apparente donc à la toile elle-même. Vous voyez ? Et donc, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est pour ça elles sont charnières, j'avais encore en mémoire, ou peut-être y avait-il l'automatisme d'une image qui se délite, qui s'érode, mais le motif principal, c'est le mur. C'est le mur. Alors, le mur représenté, mais le mur également du support en bois, puisque là, bon, ce sont 3 petites peintures sur bois. Et le procédé est répété de la même manière sur les 3 peintures. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est plus en réalité la manière dont ce mur est traité, en particulier sur 2 des peintures. Ce sont des lignes, qui sont juste des lignes sur un fond gris. Donc c'est quelque chose qui tend à faire le minimalisme. Mais si elles sont charnières, c'est que il y a également ce que vous me précisiez tout à l'heure, la présence de végétation. Alors, je n'ai pas encore, à ce moment-là, osé sauter le pas et m'attaquer directement à toute la surface de la toile pour représenter, pour comment dire, organiser l'espace sur le mur proprement dit, quoi. Et sur une trame vraiment très géométrique. Voilà, c'est cela. Parce que en fait, c'est vraiment, en voulant faire ce motif géométrique, je voulais que ce soit quelque chose de très simple, mais qui fasse allusion donc à l'architecture, puisque si on se réfère à ma petite expérience de tout à l'heure, c'est quand même la lumière et les ombres qui circulent sur quelque chose de géométrique qui peut susciter, qui peut raviver la mémoire. Alors, je me faisais la réflexion, ce qui est amusant, c'est que alors je n'ose dire le grand public, mais tout à l'heure, on parlait en fait des 2 petites peintures qui s'inspirent des paysages guadeloupéens, et donc quelque chose un peu bucolique, un peu, tandis que on peut se dire que c'est extrêmement personnel, mais paradoxalement, je pense, enfin moi c'est mon approche, hein. Je pense que les peintures qui s'apparente à de la peinture comment dire, abstraite et plus personnelle. Et en cela, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier venu ne voit que des grilles et c'est tout en s'approchant qu'il réalise en fait que ces grilles sont réalisées en ronde bosse. Alors approchons-nous. Elles sont plus personnelles, puisque, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais, c'est en voyant donc la course du nombre sur un bâtiment que c'est réactivé la mémoire. Là, en l'occurrence, j'en parlais très récemment, j'ai réalisé en fait toutes ces petites peintures qui sont donc dans les tons bleu, gris, rose, mauve. Alors c'est comment dire, rétrospectivement, j'ai réalisé en fait que les tonalités ainsi que les couleurs que j'ai utilisées, comment dire, trouvaient leur source dans des lieux où j'ai vécu. Mais bon, moi, en fait, j'ai une formation, on va dire, de coloriste dans mes études. Dans mes études, en fait, j'étais extrêmement sensibilisé à comment dire, à la conception de la couleur et donc à son pouvoir. Mais là,
je pense vraiment que, alors bon, ça c'est une théorie, hein. C'est limite, là c'est presque un concept de le dire, en disant que on a chacun, puisque là c'est pas, là, j'aimerais pouvoir l'étendre quoi, à une expérience qui soit collective, c'est-à-dire qu'on a chacun en soi une mémoire une certaine palette de couleurs qui repose sur notre expérience et sur comment dire, notre histoire, et plus particulièrement sur les lieux où l'on a vécu. Alors bon, moi je vais pas vous énoncer les correspondances qui peuvent être tirées entre certaines peintures et les endroits où j'ai vécu. Mais je pense, en tout cas, j'ai réalisé que la plupart de ces couleurs étaient des lieux, par exemple, attachés donc aux couleurs comment dire, des murs. Là, on revient encore aux murs, mais au papier peint, des chambres où j'ai passé donc des nuits. Là, bon, pour en revenir à comment dire, un aspect autobiographique, bon, moi, j'ai vécu un certain nombre d'années dans une institution. Ce qui signifie que chaque année, je changeais en fait de cadre de vie. Qui dit cadre de vie, donc je changeais de chambre, je changeais de la couleur des murs changeait également. Vous voyez ? Et je pense que c'est ces couleurs qui sont remontées à partir du moment où moi je me suis attaqué à cette série d'œuvres qui s'apparentent à quelque chose d'abstrait et de géométrique. Mais qui peuvent être aussi considérés comme finalement des détails ? Oui, c'est ça, comme des détails. Oui, c'est comme des détails. Des morceaux de vie, quoi. Oui, des morceaux de vie. Lorsque je les ai réalisés, en fait, je ne voulais pas que le public s'attarde, en fait, ou du moins que le public recherche des anecdotes. Ouais. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'elle se concentre uniquement, en fait, sur le rapport entre les pièces elles-mêmes. Vous voyez, comme par exemple sur ces quatre là. On s'approche aussi ? Oui. Alors, ce qui m'intéressait, c'était que les spectateurs regardent donc ce qui se passe entre ces quatre pièces qui sont donc disposées en grille elles-mêmes. Lorsque j'ai réalisé ces œuvres, je pensais plutôt en musicien plutôt qu'en peintre. C'est-à-dire que chacune de ces peintures peuvent être abordées de manière isolée, mais elles peuvent, comme sur une partition, elles peuvent correspondre entre elles. Elles peuvent communiquer, elles peuvent s'échanger, comment dire, elles peuvent s'influencer, et ainsi, j'avais, alors bon, c'est un vœu pieux, je souhaitais que le spectateur, enfin le sentiment des spectateurs, l'expérience des spectateurs vienne, comment dire, s'infiltrer quoi, entre la distance de ces peintures. Comme moi, j'avais eu comment dire, l'expérience avec l'ombre qui se déplaçait sur des motifs, enfin sur des réalisations architecturales. Moi, en fait, je me disais, ce serait vraiment bien que le spectateur, non pas qu'il regarde ça comme un objet, mais que ça suscite chez lui une expérience, même en sortant en fait du lieu d'exposition.
C'est ainsi en fait que je les ai réalisés. J'avais écrit un peu beau texte de la manière dont je m'exprime en ce moment sur mes intentions et elles n'ont pas changé parce que alors là bon c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais il me semble que si j'ai fait don au FRAC de ces peintures, je considère que c'est peut-être ce que j'ai réalisé de mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles Eustache. Mais c'est moi qui vous remercie de votre patience. Wow.